Ta gorge ne se ferme pas lentement, elle se scelle, comme du sable mouillé versé dans un tuyau et cuit sous un soleil qui ne connaît aucune pitié et ne garde aucun souvenir de ce qu'est l'eau. Ta langue, gonflée, crevassée, chose morte posée sur tes dents, racle le palais desséché de ta bouche et ne trouve rien. Pas de salive, pas d'humidité, seulement l'architecture brute et écaillée d'un corps qui se défait cellule par cellule. Le vent te frappe le visage comme la porte d'un four qu'on ouvre brusquement, et le son qu'il produit n'est pas du vent. C'est le Sahara qui respire, et il ne respire pas pour toi. C'est là que commence cette histoire, pas sur la ligne de départ, pas parmi la foule qui applaudit, ni avec le dossard épinglé sur un gilet de course. Elle commence ici, dans le silence qui reste après la tempête, avec un homme debout dans un océan de sable qui s'étend dans toutes les directions sans fin, sans pitié, sans un seul repère pour lui indiquer dans quelle direction se trouvent les vivants. Mon nom n'a pas d'importance pour l'instant. Ce qui compte, c'est que tu comprennes ce qu'est réellement le corps humain. Pas la machine du triomphe, pas le temple de la discipline. Ce que le corps est vraiment, dans son essence, c'est un contenant d'eau déguisé en personne. 60% d'eau. Un système si précisément calibré que perdre 2% commence à démanteler la pensée claire. À 5%, les muscles se contractent. À 10%, les organes lâchent en séquence, lumière qui s'éteignent dans un immeuble vide, étage par étage. Et au-delà, c'est là que vit cette histoire. Bienvenue sur The Human Limit. Ce canal existe pour une seule raison, t'emmener à la limite absolue de ce que le corps humain peut endurer, survivre et parfois, seulement parfois, dont il peut revenir. Chaque histoire ici est réelle, chaque détail documenté. Fais-moi une faveur, appuie sur le bouton like maintenant, abonne-toi. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas du divertissement. C'est une preuve que le corps continuera à se battre longtemps après que l'esprit a rendu les armes, longtemps après que chaque pensée rationnelle a été consumée par la chaleur, la soif et la folie particulière qui habitent au bord de la mort. Maintenant, retournons au Sahara. Le marathon des sables est un ultramarathon de 6 jours, 250 km à travers le Sahara marocain, l'une des épreuves les plus exigeantes de la planète. Les concurrents portent leur nourriture, leur équipement, leur matériel de survie. Brutal, mais structuré. Surmontable, dans des conditions normales. Mauro Prosperi ne courait pas dans des conditions normales. Nous étions en 1994. Prosperi était un pentathlète italien, un ancien athlète olympique, pas un touriste dans le monde du sport extrême, mais un résident. Il s'était préparé avec la discipline de quelqu'un qui savait que le désert exigeait un respect différent. Il était arrivé au Maroc avec une pleine connaissance de la chaleur, du sable, de la distance. Il s'était préparé à souffrir. Il ne s'était pas préparé à disparaître. Ce qu'il ne pouvait pas anticiper, c'est ce qui lui est arrivé au 4e jour de course. Cela a commencé comme un scintillement à l'horizon. Une brume brunâtre que les coureurs de désert expérimentés reconnaissent et craignent sans hésitation. Un aboub. Pas la version cinématographique où le sable dérive joliment contre un ciel doré. C'était un mur, particules comprimées propulsées par des vents dépassant 80 km/h, érodant la peau en quelques minutes et réduisant la visibilité à 0 en quelques secondes. Le son de son arrivée n'est pas un sifflement, c'est un grondement. Grave, soutenu, océanique. Prosperi l'a vu venir. Il avait peut-être 2 minutes. Il existe une expérience cognitive particulière quand tu réalises que la situation a changé de catégorie. Un instant, tu es dans une course, règles, checkpoints, l'infrastructure du sauvetage. Tu es contenu. Et puis la tempête frappe, les balises disparaissent, le paysage se dissout dans une brume si totale que tu ne vois plus tes mains. Tu n'es plus dans une course. Ton cerveau, calibré pour l'agonie des jambes et des poumons, tente de traiter une menace d'une magnitude entièrement différente, avec des outils qui n'ont pas été conçus pour ça.
Il s'est accroupi derrière un rocher, a couvert son visage avec le tissu qu'il portait contre le soleil, et il a attendu. La tempête a duré plus de 8 heures. Quand elle s'est dissipée, les balises du parcours avaient disparu, les fanions, les cordes, les sentiers foulés par des milliers de pieds, effacés aussi complètement que s'ils n'avaient jamais existé. Le vent avait sculpté les dunes dans des configurations entièrement nouvelles. Le paysage avait été reconfiguré. Et Mauro Prosperi, debout dans le silence qui restait après la tempête, a commencé à marcher dans la direction qu'il croyait être la bonne. Il avait tort. Il ne la prendrait que 2 jours plus tard. 2 jours pendant lesquels il a marché avec intention et efficacité, conservant son énergie, rationnant l'eau dans ses gourdes avec l'arithmétique soigneuse d'un homme qui croyait que le sauvetage était à des heures de distance et non dans le domaine du jamais. Les organisateurs de la course remarqueraient son absence. Des hélicoptères viendraient. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de continuer à avancer, de rester visible, de faire du bruit quand il entendrait des aéronefs. Les hélicoptères sont venus, il les a entendus, il les a vus. Des silhouettes lointaines traversant le ciel, traçant des quadrillages méthodiques comme le font les équipes de recherche. Il a crié, il a agité les bras, il a utilisé son miroir, le petit miroir de signalisation que chaque coureur du marathon des sables porte précisément pour cette urgence, captant le soleil et le réfléchissant vers les aéronefs avec tout ce qu'il avait. Les hélicoptères ont continué leur quadrillage. Ils cherchaient dans une zone située à environ 40 km de là où il se trouvait. À la fin du 2e jour, son eau était épuisée. Nous en arrivons maintenant à la biologie. Et la biologie est importante, parce qu'elle explique tout ce qui se passe ensuite. Elle explique les décisions qui semblent insensées de l'extérieur et qui étaient, sur le moment, les seules options logiques disponibles pour un esprit qui perdait rapidement sa capacité à raisonner. Le corps humain au repos perd 2 à 3 litres d'eau par jour. Dans le Sahara, au-dessus de 50 degrés Celsius, ce chiffre explose. Une personne qui marche dans cette chaleur perd 1 à 2 litres par heure rien que par la sueur. Si la transpiration s'arrête, la température centrale monte à un niveau qui commence à cuire les protéines dans les cellules de l'intérieur. Le cerveau montre les dommages en premier, et ces dommages, une fois amorcés, ne sont pas toujours réversibles. La cascade fonctionne ainsi. D'abord, le volume du plasma sanguin chute. Le composant liquide de ton sang, le milieu dans lequel les globules rouges et l'oxygène sont en suspension, commence à diminuer. Ton sang s'épaissit. Ton cœur travaille davantage pour le faire circuler. Tes reins réduisent la production d'urine à presque 0 pour conserver chaque molécule de fluide restant. Les composés déchets normalement éliminés sont maintenant réabsorbés dans le flux sanguin. Ta charge toxique augmente. Lentement, mais de façon mesurable. Ton cerveau, recevant un sang épais et contaminé par des déchets, commence à dysfonctionner. Tu perds la capacité d'estimer les distances. Le temps se déforme. Tu commets de petites erreurs de navigation qui s'accumulent, chacune t'éloignant sans que tu en aies conscience. Et puis le cerveau commence à générer des expériences pour combler les lacunes du traitement sensoriel défaillant. C'est là que commencent les hallucinations. Contrairement à celles du manque de sommeil, elles ne sont pas oniriques, précises, intégrées dans le champ visuel réel, absolument réel. Prosperi a vu une route goudronnée couper les dunes, des véhicules dans les 2 sens. Presque 20 minutes avant que l'image se dissolve en sable nu. Il a entendu une chanson italienne que sa grand-mère lui chantait, claire, mélodieuse, de derrière la dune suivante. Il a gravi la dune. Rien. Il a entendu la voix de sa femme appeler son nom depuis une distance qui ne se rapprochait jamais. Ce n'était pas du réconfort, c'était de la torture. Chaque hallucination lui demandait de l'évaluer, de la rejeter, de traiter la douleur du rejet, et ce traitement consommait des ressources cognitives qu'il ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Il connaissait les mirages, il comprenait la réfraction de la chaleur. Savoir cela n'empêchait pas ses jambes de se diriger vers le scintillement que ses yeux interprétaient comme de l'eau. Quand la soif atteint un certain seuil, elle annule la cognition rationnelle. On se sent passager dans son propre corps,
regardant ses jambes avancer vers quelque chose que l'esprit a déjà classifié comme irréel. Juste ici, à ce moment précis de crise maximale dans cette histoire, je veux m'arrêter une seconde. Si ce voyage en enfer te tient en haleine, laisse ton like sur cette vidéo maintenant et abonne-toi à The Human Limit pour d'autres histoires vraies à la limite absolue de la résistance humaine. Ça ne te coûte rien, ça maintient cette chaîne en vie. Et maintenant, on revient. Parce que le pire est encore à venir. Au 5e jour, la seule goutte de liquide que Prosperi avait consommée était une cuillère à café d'eau sombre trouvée au fond d'une gourde épuisée, qui avait le goût du plastique dans lequel elle avait reposé. Il la gardait en bouche presque une minute entière avant d'avaler. Physiologiquement, c'était moins que rien. C'était un rappel de ce que ressentait le rien. Il calculait sa propre mort avec la clarté détachée que produit parfois la souffrance extrême. Au-delà de la peur. La peur nécessite un moi futur, et son moi futur était devenu une improbabilité mathématique. Méthodique, presque clinique, mais avec la vitesse de traitement d'un ordinateur dont la batterie est sur le point de rendre l'âme. Et puis, en franchissant une dune qui semblait identique aux 1000 dunes qu'il avait déjà traversées, il l'a vue. Une structure, basse, faite de briques d'adobe, de la couleur du désert lui-même, à peine distinguable du sable environnant. Il a cligné des yeux. Il a attendu qu'elle se dissolve, comme s'était dissoute la route, comme s'étaient dissous les lacs. Elle ne s'est pas dissoute. Elle est restée, solide, géométrique, faite de mains d'homme. Les angles étaient trop précis pour une formation naturelle. L'ombre qu'elle projetait sur le sable avait des bords nets. C'était un marabout, un ancien sanctuaire islamique construit des siècles plus tôt à un carrefour longtemps abandonné. Ses murs lézardés, son entrée un rectangle sombre d'ombre. Mais les murs tenaient, et là où il y avait des murs, il y avait de l'ombre. Il a marché vers lui du pas mesuré d'un homme qui n'avait plus rien à gaspiller, et il a franchi le seuil. À l'intérieur, la température a chuté, pas vers quelque chose de confortable, mais vers quelque chose que son corps pouvait ressentir comme un soulagement. Sol de terre battu, mur qui bloquait le soleil, et accroché au coin du plafond, une colonie de chauves-souris. De petites chauves-souris, des dizaines, pendues en grappes dans les fissures du plafond, dormant dans le seul espace frais à des kilomètres à la ronde. C'est ici que l'histoire se complique, là où la distance confortable entre observateur et survivant s'effondre. Parce que ce que Mauro Prosperi a fait ensuite n'était pas l'acte d'un homme qui avait perdu la raison. C'était l'acte d'un homme qui avait examiné ses options avec une clarté brutale et sans sentimentalisme, et avait choisi celle qui le gardait en vie. Il a attrapé une chauve-souris. Celle-là a demandé de la patience, bouger lentement, attendre, s'approcher du plafond là où les chauves-souris étaient les plus densément regroupées et dormaient le plus profondément. Il a étendu la main et en a pris une. Il a senti comment elle se débattait dans sa main, le petit battement de cœur frénétique, les ailes poussant contre ses doigts. Il l'a décapité avec le petit couteau qu'il portait dans son sac de course, et il a bu le sang. Laisse cette phrase exister sans l'adoucir. Le sang était chaud, un goût de fer et de quelque chose d'animal. Son corps a traité le signal de fluide entrant avec quelque chose proche de la gratitude. Pas suffisant. Une chauve-souris ne comblait pas un déficit mesuré en litres, mais c'était du fluide. Et du fluide signifiait 1 heure de plus de pensée cohérente, une décision de plus possible. Il était encore dans le calcul. Il a consommé les fluides internes, les organes mous. Il a attrapé d'autres chauves-souris, développé un système soigneux pour prélever sur la colonie sans provoquer un envol massif. Il a mangé ce qu'il pouvait dans la fraîcheur obscure du sanctuaire, tandis que dehors le soleil pesait sur le désert de tout le poids de ce qui est indifférent. Il a aussi bu sa propre urine. Le corps humain produit l'urine comme filtration des déchets. Chez une personne sévèrement déshydratée, elle est concentrée, sombre, toxique. La boire ne restaure pas l'hydratation. La charge de sel et d'urée presse encore davantage sur des reins à bout. Mais elle fournit du fluide, et le fluide, même imparfait, achète du temps. Le temps est la seule monnaie qui compte. Il a passé plusieurs jours à l'intérieur du marabout. Il se reposait pendant le pic absolu de chaleur du midi.
Il tenait un journal. Il écrivait des lettres à sa famille. Les entrées du journal, qui ont été retrouvées par la suite, montrent une dégradation progressive de la cohérence et de l'écriture au fil des jours, les lettres devenant plus grandes et moins contrôlées, les phrases plus courtes, les pensées commençant et ne se terminant pas. Et puis quelque chose en lui qui avait tenu s'est brisé. Ce n'était pas dramatique, c'était l'accumulation, les jours de solitude, la détérioration physique, les lettres à sa femme qu'il ne pouvait pas terminer parce que les mots avaient cessé de se connecter aux significations, parce que les significations elles-mêmes avaient commencé à glisser. Le cerveau, fonctionnant au sang de chauve-souris et à l'urine recyclée et aux vapeurs des dernières réserves de protéines qu'il n'avait pas encore métabolisées, avait atteint le point où il ne pouvait plus maintenir la fiction de l'espoir. Mauro Prosperi a décidé de mourir. Pas de manière paniquée, avec le calme d'un homme qui avait fait le calcul. Il s'affaiblissait, personne ne viendrait. La seule variable encore contrôlable était le moment. Il a pensé à sa femme, à ses enfants. Mourir vite, par son propre choix, était une grâce comparée au point terminal lent qu'il voyait approcher. Il a sorti son couteau de course. Il l'a posé contre son poignet gauche, sur l'artère radiale, là où son pouls était encore, à peine, faiblement, perceptible à travers une peau qui s'était desséchée, craquelée et rétractée sur les os en dessous. Il a coupé. La coupure était assez profonde. Il avait la formation pour savoir où courait l'artère et comment l'atteindre. Il a senti la lame traverser la couche externe et le tissu en dessous. Il a senti la douleur, atténuée, amortie, de la façon dont toute douleur était devenue atténuée parce que son système nerveux avait été submergé bien au-delà du point où de nouveaux signaux douloureux avaient la bande passante pour s'enregistrer à plein volume. Et puis il a observé, avec ce qu'il a lui-même décrit comme une fascination scientifique ébahie, comment il ne s'est presque rien passé. Le sang qui est apparu à la coupure n'était pas le sang d'un corps vivant et hydraté, il était sombre, presque noir, épais, la consistance d'une pâte, pas d'un fluide. Et presque immédiatement, il s'est arrêté. La plaie a coagulé, non par efficacité exceptionnelle, mais parce qu'il ne restait pas assez de fluide pour que le sang coule. Le plasma avait disparu, consumé par le désert pendant 9 jours de soleil implacable. Ce qui restait était si concentré qu'au contact de l'air, il a coagulé presque instantanément. Le sang était devenu trop épais pour saigner. Sa propre déshydratation ne lui permettait pas de mourir. Il a regardé la plaie, le couteau, compris. Son corps avait déjà scellé toutes les sorties. Le processus catastrophique avait réalisé, par une coïncidence grotesque, la seule modification qui empêchait précisément cette mort. Trop sec pour se vider de son sang. Le désert lui avait pris, sans le vouloir, la capacité de choisir sa propre fin. Il a bandé la plaie. Il s'est assis dans l'obscurité un long moment, et puis il s'est levé. Il a commencé à marcher, non parce qu'il croyait qu'il survivrait. Il a marché parce que ses jambes bougeaient encore quand il le leur ordonnait. Le refus du corps de s'arrêter n'est pas toujours héroïque. Parfois, c'est mécanique. L'absence de la capacité de se rendre, parce que se rendre requiert une énergie qui a aussi été épuisée. Il a marché vers le sud, direction légèrement plus susceptible de produire des établissements humains. La persistance sans pensée d'une machine. Son champ visuel rétréci à un tunnel, son ouïe réduite au vent, à ses pas, au silence absolu du désert à 3 heures du matin. Au 9e jour, depuis que la tempête l'avait englouti, il a vu une femme. Il ne s'est pas fié à ce qu'il voyait. Trop de choses n'étaient pas là. Il s'est arrêté, attendant que l'image se dissolve, comme la route, comme le lac. La femme ne s'est pas dissoute. Elle continuait à se résoudre, avec le détail persistant de quelque chose de réel. Ses vêtements, sa façon de marcher, les silhouettes derrière elle. Elle était touareg, une voyageuse nomade, traversant cette section du désert algérien, sur une route qui existait pour des raisons sans aucun rapport avec lui, et qu'il avait placée dans ce tronçon précis de sable, ce matin précis, d'une façon qu'aucun calcul rationnel n'aurait pu planifier. Elle s'est arrêtée quand elle l'a vu.
Quelle qu'ait été l'apparence de Mauro Prosperi à ce moment-là, 9 jours au Sahara sans eau, ayant survécu avec du sang de chauve-souris et de l'urine recyclée, avec une plaie sommairement bandée au poignet, son corps réduit à quelque chose qui occupait à peine la catégorie de forme humaine debout, c'était suffisant pour la stopper net. Il a décrit plus tard son expression comme un effroi absolu. Pas du dégoût, de l'effroi. L'effroi de regarder quelque chose qui n'aurait plus dû bouger. Elle lui a donné de l'eau, de petites quantités. Elle comprenait, comme les nomades du désert comprennent dans leurs eaux, qu'on ne peut pas donner de grandes quantités d'eau d'un coup à une personne sévèrement déshydratée. Le brusque changement osmotique quand les cellules tentent de se réhydrater rapidement peut provoquer sa propre défaillance catastrophique. Œdème cérébral, inondation pulmonaire. De petites gorgées, des minutes d'intervalle. Le corps doit être réintroduit à l'eau aussi délicatement qu'on réintroduirait un noyé à l'air. Il a été transporté dans un hôpital militaire algérien. 18 kg perdus, foie endommagé, reins à une fraction de leur capacité. Ces analyses d'hémoconcentration, les médecins les ont décrites en termes qui se traduisaient par « ce patient n'aurait pas dû être capable de marcher, il n'aurait pas dû être en vie ». Il était en vie. Il était sorti du Sahara avec 9 jours de sang de chauve-souris et le refus mécanique d'un corps à qui on n'avait pas signalé qu'il devait s'arrêter. Voilà ce que cette histoire nous enseigne vraiment, sans le spectacle. Pas que la volonté humaine peut tout surmonter, c'est un mensonge confortable. Les histoires de survie sont des accidents et de la biologie fonctionnant sans notre participation ni notre permission. Ce qu'elle nous montre, le corps possède des systèmes de contingence dont l'esprit conscient ne sait rien. Des couches de flexibilité métabolique incorporées au fil de millions d'années dans des environnements où la pénurie était la norme. Tes ancêtres n'ont pas survécu aux glaciations parce qu'ils étaient forts mentalement. Ils ont survécu parce que leur corps était construit pour rester fonctionnel quand tout allait catastrophiquement mal. L'épaississement du sang de Prosperi lui a sauvé la vie. Non parce que la nature est clémente, parce que la déshydratation modifie la chimie sanguine, et une chimie modifiée coagule plus facilement. Un système conçu pour prévenir une forme de mort qui en a accidentellement empêché une autre. Il s'est rétabli. Il est retourné au marathon des sables les années suivantes. Il l'a terminé. Parce que l'autre chose que font les événements de survie extrême, c'est de recalibrer définitivement la relation d'une personne avec la souffrance. Après avoir bu du sang de chauve-souris dans un sanctuaire abandonné et avoir été refusé par son propre système circulatoire desséché, courir très loin sous une chaleur intense porte un poids émotionnel entièrement différent. Le marathon des sables accueille des milliers de personnes chaque année. Elles s'inscrivent, se préparent. Et chaque année, sans exception, le désert rappelle à certains que leur préparation était une négociation et que le désert n'était pas à la table. Il existe une version de cette histoire qui se termine au marabout, où la coupure fonctionne et le sanctuaire devient un tombeau. Cette version existe. Pendant longtemps, c'était la plus probable. Nous ne sommes pas dans cette version. Nous sommes dans la version où le sang était trop épais et les jambes fonctionnaient encore. Ce qu'il vaut la peine d'emporter, ce n'est pas la chance, c'est la machinerie. La machinerie inlassable, amorale d'un corps construit pour survivre d'abord et ne jamais poser de questions. Elle ne se soucie pas de ton consentement. Elle ne négocie pas avec ton désespoir. Elle exécute ses programmes jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Et quand tu essaies de l'arrêter, elle trouve le moyen, en utilisant précisément les dommages qui étaient censés la tuer. C'est ça, the human limit. Pas une ligne dans le sable, pas une balise que tu peux voir à l'avance et pour laquelle tu peux te préparer. Un seuil en mouvement, se recalculant continuellement, puisant dans des réserves dont tu ignorais l'existence, trouvant des solutions dans la chimie de ta propre catastrophe. Mauro Prosperi est sorti du Sahara avec 9 jours de sang de chauve-souris et de désespoir recyclé, et le refus biologique d'un corps qui n'avait pas reçu l'instruction de s'arrêter. Il est sorti parce que son corps a refusé l'alternative, et ce refus, non triomphant,
non accompagné de musique, se produisant dans le noir d'un sanctuaire centenaire sans audience ni archives, ce refus silencieux, chimique, cellulaire, est la chose la plus humaine dans toute cette histoire. Le désert ne l'a pas brisé, il a simplement manqué de façon de finir ce qu'il avait commencé.